votre rendez-vous d'humour et d'humeur de l'après-midi. Bonjour Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Pierre Bénichou, Titoff, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Bravo. À qui vous dites bravo, c'est Fabrice? à moi. À l'ensemble de l'équipe. Christine, vous avez l'air un peu fatiguée. C'est votre week-end sur TF1, la télévision. Quelle émission, mais quelle émission formidable. Non mais alors ça c'est extraordinaire. Michalak me met un texto samedi soir après le tournage, après l'émission qui était en direct avec Christophe de Chavannes, en me disant c'est pas trop naze d'arbitrer un combat entre un faux Claude François et une fausse Aretha Franklin. N'empêche il a regardé. Ouais. C'est-à-dire samedi soir était encore plus pour faut dire que c'était ça ou le loto alors. Alors évidemment, je vous trouve injuste, écrit un auditeur. Vendredi, vous avez laissé supposer que la charmante Danielle de votre public se faisait honteusement exploiter par Christine Bravo. C'est vrai que Danielle est aux petits soins pour Christine. Oui. Mais Christine lui offre tout de même de merveilleux cadeaux, car le 1er octobre, j'étais là, elle lui a offert la biographie de Georges Clooney. Sympa. Bon, personne n'en voulait dans le studio parce que c'était un bouquin de merde, mais quand même, elle lui a donné. Courage, Danielle. Signé les filles de Christine Bravo. Ouais. Et tu sais que maintenant Daniel se fait exploiter aussi par Fabrice Eboué. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il s'en sert pour remplir sa salle le week-end. Elle était au premier rang vendredi soir du spectacle. Danielle, en tout cas, elle est fidèle parce qu'elle va à tous vos spectacles. Elle est allée voir. Je me voyais déjà à la première. Et ça, je vais te dire, ça s'appelle soutenir les gens qu'on aime. Oui, Fabrice. Je trouve pas ça. Moi, je veux dire, je suis arrivé à mon spectacle quand j'ai vu qu'il y avait la vieille du studio au premier rang. J'ai commencé à être très inquiet. Je me suis dit, je vais finir comme John Lennon, c'est prendre un coup de couteau par une. Pierre, défendez un peu Daniel quand même, qui devient la vedette de repas, il faut dire. Ah mais oui, il va falloir lui faire une affiche. Fabrice Eboué, tu es un coup de bigoudi. C'est comme si je l'appelais le gros con. Non mais sincèrement, pour moi, Daniel est beaucoup plus une consoeur que vous. Avec Daniel, moi je sais que j'ai un dialogue. Avec vous, je sais pas, vous éructez un truc. Tiens, d'ailleurs, Patrick Routier, un auditeur, me signale que Fabrice Eboué, vous avez un tic. Aussitôt après une blague que vous faites C'est vrai. Comme le chien dans Satanas et Diabolo. C'est vrai. Comment ça reprend c'est pour faire partir les rires des autres. C'est souvent quand j'en fais des. Non, c'est souvent quand elles sont bien dégueulasses. Et derrière, très sadique. Ouais. Samedi soir, dans l'émission de Christophe de Chavannes sur TF1, Christine Bravo nous a montré comment on pouvait utiliser le cul d'une bouteille d'évian à la place d'un micro. C'est que cette histoire. Julien Courbet va pas tarder à lui proposer une chronique recyclage dans son émission quotidienne. Moi, j'avais le micro et la bouteille d'eau derrière moi sur le siège. Et au lieu de prendre le micro, j'ai pris la bouteille d'eau, voilà. Ils ont dû se marrer, quel dommage. Quel dommage que j'avais une soirée avec la calasse. Mais tu sais, à propos de la bouteille d'eau de Courbet, c'est vraiment débile ce truc parce que j'ai lu que la fille avait testé les trouvailles de Courbet. Et notamment cette fameuse trousse où vous y étiez, Laurent, quand il a montré qu'on pouvait faire une trousse avec un cul de bouteille, avec une fermeture éclair et de la colle. Bon, la fermeture éclair, c'est 3 € et la colle, c'est 6 €. C'est plus cher qu'une trousse. Oui, c'est plus cher qu'une trousse pour se retrouver avec un truc que le môme il va te jeter à la tronche parce que c'est un cul de bouteille et d'évian. si la bouteille d'eau, tu l'achètes dans une brasserie à côté d'Europe 1, c'est 5 €. Oui. Nous avons 2 auditeurs qui patientent pendant que vous déblatérez là autour des micros. Cécile qui habite Dinan. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commerciale. Commercial, ça veut dire quoi, commercial? Dans quoi? C'est-à-dire que je vends des produits pour tous les produits d'outillage et de fixation pour tout le monde du poids lourd. Pour le monde du poids lourd. C'est bon, ça. Je rêverais de travailler là-dedans. Moi. Bah, ça, c'est fait. Non, c'est super. Déjà bien équipé. Mais non, mais avec des routiers, c'est super. C'est sympa, ouais. Cécile, vous allez affronter Pascal, qui habite Rouen. bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et vous, Salut, qu'est-ce que vous Pascal. faites à Rouen? Moi, je suis boucher. Allô? Allô. Oh non. Ah non, il y a une barre. J'avais pas compris. Ah oui, allô, parce qu'il est bouché, tu vois. Bon. Boucher, Allez, boucher, boucher, ça veut dire que vous êtes derrière la caisse et tout, vous avez le... Oui, ça veut dire qu'il a des pieds de porc, il a tout ça. Ouais. Non, boucher dans une petite boucherie ou dans un supermarché? Bah, dans un...
on va dire dans une grande chaîne, ouais. Bon, qu'est-ce qui marche en ce moment? Qu'est-ce qu'on vous réclame le plus? Qu'est-ce qui est à la mode? De la viande, moi, je crois. Moi, je suis sûr que c'est de la viande, moi. Ils sont Mais malins, non, mais- les bouchers. Non, mais parfois il y a des modes. Oui, bien sûr. Il y a des abats, il y a, bon voilà, je sais pas moi, il y a un truc qui fonctionne là en ce moment. Bon, en ce moment, c'est le pot-au-feu, hein. Le pot-au-feu, bah voilà. Et voilà. Alors, justement, pour le pot-au-feu, qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je sais qu'il faut 3 viandes. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors, dans le pot-au-feu, moi, je vous proposerais un petit morceau de plat de côte, Ouais, Voilà. d'accord, c'est Macreuse. facile. Après. un petit morceau de macreuse. Macreuse. Ah, ma creuse, d'accord, c'est ça que je veux Ah, faire. et pourquoi pas une petite viande longue, un petit bout de collier. Voilà, Moi, ma mère, voilà, dans voilà. le pot-au-feu, elle rajoute des merguez, des boulettes. Et elle appelle ça le couscous. On appelle ça. C'est très bon. Et vous, Cécile, vous avez remarqué, on s'intéresse un peu moins à l'outillage pour les poids lourds. Qu'est-ce qui marche en ce moment? Oh, le calendrier, hein, c'est une valeur sûre. Hein. Est-ce que vous avez des remarques, des griefs, des doléances à faire sur l'équipe, sur le fonctionnement, les rubriques, les chroniqueurs, Cécile? Non, ils me plaisent bien. Je regrette que Gérard Miller ne soit pas là aujourd'hui. Ah, c'est rare. Sinon, Il fait non, relâche. ils me font bien rire. C'est bien sympa sur la route de vous écouter. Et vous, Pascal, vous avez des chouchous? Ah bah moi, c'est tous mes chouchous, je vais rester très très bien avec eux. Ouais. Enfin, le temps de la Pas se chronique. mettre mal tout de suite. Ouais. Bon, je vois que vous avez envie l'un et l'autre de gagner le filet garni. Alors voici la première question du jour. Il faudra aller plus vite que les chroniqueurs. Le japonais Ryoji Ikeda a réussi à faire quelque chose d'étonnant ce week-end. Qu'a-t-il réussi à faire? Au Japon? Non, pas au Japon. En France. En France. Aïe, 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 aïe. Il était sur le champ de Mars, c'est un athlète? Non, il n'était pas sur le champ de Mars, c'est pas un athlète. Ah, il a parce fait que- un truc pendant la nuit blanche. Oui, exactement. Aïe, 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 Il a aïe. fait un sushi Ah, géant. c'était pas la nuit blanche. Ah, c'est peut-être lui qui a fait disparaître la tour Montparnasse. C'est lui qui a fait disparaître la tour Montparnasse visuellement grâce à une illusion d'optique. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, et pourtant, Jérémy a été sympa parce qu'il vous a laissé au moins 30 secondes pour trouver. Hein. Ah ben. Ouais. Mais nous, arrête. on est dans la province, on n'a pas eu l'occasion d'aller à la nuit blanche. On est dans la province. Voilà. Vous dites, on est dans la province comme On si est vous dans étiez la dans la province. merde. Et on est dans la merde aussi. On dit on est en région, on vit en province, on n'est pas dans la province. C'est quoi, c'est un magicien, c'est quoi? Ah, c'est pas un magicien, c'est un artiste, comment on pourrait dire. Bah, ça, c'est pas vrai parce que moi, j'habite à côté et elle a jamais disparu. Non, mais bien sûr, mais c'est comme. Fallait être en dessous. Non, elle a Fallait pas être en disparu dessous. pour de vrai. Ah bon? Parce que sans ça, on l'aurait poursuivi, le japonais. Parce qu'il n'a pas le droit de venir prendre notre tour Montparnasse. Et la tour Eiffel, elle a disparu aussi ou pas samedi Non, soir? mais Ah c'est non, un- j'étais vraiment bourré alors. C'est un rideau de lumière blanche qui a fait disparaître la tour Montparnasse. D'ailleurs, le 11 septembre, Un c'est peu, la même oui, c'est ce chose. que- hein. Oui, c'est ce que- Alors, on va pas recommencer. Bon, en tout cas, 1,5 million de visites sur les différents sites selon la mairie de Paris. C'est quand même un gros succès cette nuit blanche, même si elle a été endeuillée. Et effectivement, cet artiste japonais, lui, un magicien de la ville, a réussi, grâce à un effet optique, à supprimer Alors, ça, les c'est 210 bizarre. mètres de la tour Montparnasse qui n'était plus visible. Mais moi, écoutez, j'avais un dîner chez Raymond Domenech et Estelle Denis. Vous aviez un dîner chez Raymond Oui, Domenech? et par leur fenêtre, on voit la tour Montparnasse. Je peux vous assurer que je n'ai Non, pas mais ça vu la dépend où on se place, évidemment. Il pouvait... Ah bon. Voilà, c'est-à-dire que si dans ton champ de vision t'avais le sourcil de Domenech, c'est Oui, normal mais que tu alors vois c'est pas rien, un tu peu vois. con quand même si on la voit pas vraiment disparaître. Mais est-ce que Raymond Domenech ne serait pas pour quelque chose? Il est capable de tout faire louper, même la disparition de cette Montparnasse. On vous remercie et on vous applaudit tous les deux. Et c'est la suite du quiz sur l'actualité, Laurent Ruquier. Allez, une autre question. Qu'est-ce qui risque de durer jusqu'au 4 mars et qui va donner du travail à monsieur Jean-Baptiste Parlot? Le procès de l'Angola Gate. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ouais, mais alors ça, il est sur l'Afrique, il est incollable, hein, de toute façon. Ah, Ça, oui, c'est- oui, vous avez c'est son domaine. hein, c'est ça. participé à ce trafic d'armes. Peut-être même faites partie des 42 personnes à comparaître à partir Ça, il y a d'aujourd'hui. des parce que chances, ouais. Moi, je connais pas les noms des 42. On nous donne toujours les mêmes. Hein. Évidemment, Pierre Falcon, Charles Pasqua, Jean-Christophe Mitterrand et quelques autres. Mais Paul Lou Sulitzer. Ouais. Paul Sulitzer Qu'est-ce qu'il fout aussi, là-dedans? Jean-Charles Marchiani. C'est assez fou quand même, hein, le nombre de gens qui sont impliqués dans cette Angola oui, Gate. C'était pas très chic de pas en faire partie à l'époque. J'ai pas bien compris de quoi Moi il non plus, s'agissait. je n'ai Alors Pierre, vous rien pouvez nous expliquer? C'est un contrat qu'a fait un monsieur Falcon pour vendre des avions, je crois, ou des choses comme ça, et des armes à l'Angola. Et pour ça,
il a mouillé beaucoup de gens, c'est-à-dire des conseillers, des gens qui avaient affaire avec l'Afrique, comme le fils de Mitterrand, comme Attali, enfin, dit-on, comme beaucoup de gens comme ça, qui étaient là. Et quand cette affaire a éclaté, tous ces présumés complices ont été impliqués dans l'affaire. Voilà. Mais en gros. Et Jean-Baptiste Parlos, c'est le juge, quand même, pour préciser la réponse et la question. Jean-Baptiste Parlos, c'est le juge qui va mener les débats, a priori prévus jusqu'au 4 mars prochain, sauf si les avocats, parce qu'ils ont l'air bien préparés et bien armés, réussissent à faire reporter ou annuler le procès, toujours pour vice de procédure, vice de forme. Ils sont doués, les avocats. Comme ça, Pasqua aura le temps de mourir, quoi. C'est important qu'il puisse reporter d'ici 10, 15, 20 ans. C'est vrai qu'il est fort, ce Pasqua, quand même. Il arrive toujours à s'en sortir, mine de rien. Mais c'est parce qu'il a rien fait. Tout simplement. Ah, ça, c'est sûr que vu le nombre de casseroles qui travaillent, c'est une technoparade à lui tout seul. C'est une conspiration. Qu'est-ce qui a été modifié 24 fois en 50 ans? La Constitution. Bonne réponse de Jérémy Michalak. J'avais pensé à Ophélie Winter, mais effectivement, C'est la Constitution d'Ophélie Winter. 24 fois, je pensais pas qu'à 24 reprises, la Constitution avait été... Oui, mais ce sont les petits détails. Chaque fois qu'on a modifié l'important de la Constitution est resté. Et en tout cas, elle soufflera cette Constitution, ces 50 bougies demain, et ça donnera un discours de Nicolas Sarkozy pour commémorer cet anniversaire. Surtout, ce que vous ne dites pas, c'est que cet anniversaire tombe terriblement bien, puisque le père de cette Constitution est décédé. C'est Jean Foyer, et non pas comme c'est Debré, mais Foyer a été une part aussi importante. En tout cas, c'est le petit Jérémy qui a bien répondu à cette question sur la Constitution. Bravo, mon petit Joujou. Les gens vont penser que je suis ta meuf un jour. Pourquoi? Bravo, mon petit Joujou. Non, je sais pas. Oui, Joujou, il faut assumer, c'est Joujou. Oui, Son nom, c'est Joujou, c'est Joujou. Tout le monde vous appelle Joujou dans cette équipe. C'est mon petit Jérémy, c'est Joujou, c'est pas mon petit Joujou, quoi. Non, mais je ça fait beaucoup. Vrai, si t'es son petit Joujou, c'est toi qui fais le mec, a priori. Ça, c'est vrai. Ah bon, ça me va, alors. On le surnomme le sextoy. J'ai vu la femme à Joujou. Alors, racontez. Oh non. J'ai vu Oh non, ça suffit maintenant. à la première de mon ami Laurent Ruquier. J'ai vu la femme à Joujou. C'est pas vrai. Eh ben, elle est mignonne. Elle est petite. Non, même pas. Elle est plus petite que Joujou. Elle marche accroupie pour pas l'humilier, c'est tout. Alors, elle a l'air vive, intelligente, dis donc. On se ressemble pas mal, ouais. Elle est, tu vois, je m'attendais. Les gens croyaient que c'était Michalak qui allait jouer à Aznavour ce soir. Remarque, pourquoi pas. Allez, une question suivante. 29 mètres 48, c'est la hauteur de cette tour construite en Autriche sur une place de Vienne, tour qui vient de rentrer dans le livre des records. Pourtant, 29 mètres 48, c'est pas si grande. haut pour une tour. C'est le matériau, alors. Exactement. Des allumettes? Non. 29 mètres 48 quand C'est même. pas la forme, hein, c'est le matériau. C'est pas la forme. Les gens vont travailler dans cette tour, vont Non. habiter. En C'est glace. en Autriche, c'est de la En ouais. neige. Une tour en chocolat. Pas en chocolat. Bon, est-ce que c'est une tour en quelque chose qui se mange? En paille. Pas Ah en bah paille. alors. À Vienne, donc, une tour de 29 mètres 48 vient de rentrer dans le livre des records. 29 mètres 48 étant En effectivement... violon, en instrument de musique. Non. En touillette à café. Non. Non, mais est-ce que c'est... C'est pas mal, Ah ouais. en touillette à café. On t'imagine le week-end. Toi. Là, tu fais des tours avec des constructions. touillettes. Alors, attends. est-ce Oh, que- notez bien, on n'est pas loin. Hein. C'est à l'extérieur ou c'est à l'intérieur? Comment ça? C'est-à-dire si par exemple si c'est à l'intérieur ça pourrait être des cartes à jouer, mais si c'est à l'extérieur avec le vent ça pourrait pas être des cartes à T'as déjà jouer. vu un plafond de 29 mètres, toi, Ouais, à ouais, l'intérieur? ouais, Je j'ai comprends déjà pas vu un votre plafond. question. Non, par exemple, si c'était une tour qui était construite avec des cartes à jouer, Ouais. si on l'a construit à l'intérieur d'un très très grand hangar, ça serait possible. En Ah revanche, oui. si on l'a construit Une sur qui doit l'esplanade, pas être fière aujourd'hui, c'est la femme à Joujou. Votre question, en fait, que je n'avais pas compris, c'est est-ce que la tour était à l'extérieur ou à l'intérieur? Exactement. Et elle était à l'extérieur. donc elle n'est pas construite en cartes à jouer. Exactement, bravo. J'aurais dû commencer par Mais là. t'avais à qu'à demander l'intérieur, si elle était en carte à jouer. Mais une tour de 29 mètres, tu veux qu'elle soit à l'intérieur de quoi? J'y avais dit ça, on m'aurait dit Il veut garder, non. Voilà, Tu sais ce qu'il a, Joujou? Il veut avoir des infos, mais pas nous mettre sur une piste. Tu vois ce que je veux dire? Ok, il est malin, Joujou. Hein. Ah, il est Il est joueur. Il est malin, c'est Oui, Pierre. Ah, ça va être ta Ah, fête. Joujou, il est terrible. D'ailleurs, moi, j'ai vu, il y a une comédie musicale qui s'appelle La femme à Joujou, qui dans 5 ans prendra la suite de Je me voyais déjà. Il y aura la femme à Joujou et Joujou viendra saluer à la fin. Dans un petit coin de la scène, comme ça. Bonjour.
29 mètres 48, ma tour. 29 Bon, mètres 48, alors, t'as c'est pas- en pneu, Pas en pneu. en caoutchouc, Non. en plastique. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Ah, putain, à chaque fois il dit ça. À part ma bite, c'est ça? Oui. Pierre, enfin, écoutez, franchement. Non, non, Et à chaque fois, ça me fait je rire. l'ai pas dit, mais c'est vrai, Laurent. Je l'ai pensé très fort. Est-ce que c'est en fer? Est-ce que c'est en métal? Non! Est-ce que c'est une matière organique? Non! Du papier, c'est pas du papier? Non! Tout ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas illicite. Je vous donne... Ah, donc du tabac. En cigarette? Non, là, je vous donne un bon indice. Mais pas En illicite. vin. En papier à rouler? En litre de vin. C'est un gros indice que je viens de vous donner. C'est pas illicite. Qu'est-ce qui est illicite? C'est en rapport avec la justice, c'est Oui, oui, ce sont des livres. Non. Des On cartes a de empilé. séjour. Non. Ça n'est pas illicite. C'est donc utilisé... pour la... Légalement. Ouais, ah, on se rapproche. En policier? En Lego. En Lego, bonne réponse de Christine Bravo. Elle représente quoi? Tenez, j'ai la photo, je vous la montre, la tour en Lego, si vraiment vous y tenez. Hein. Oh, c'est vachement joli. Ça vous évitera d'aller à Vienne et de vous déplacer pour ça. C'est magnifique, tu veux dire. Ah oui, vous trouvez? Ah oui, c'est magnifique. On va gêner continue avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff. Allez, je vais vous donner une liste, vous allez tout de suite la compléter, du moins je l'espère. Si je vous dis Arnaud Vincent, Olivier Jacques, Christian Saron, Jean-Louis Les frères Tournade. Jacques Les frères Jacques, les frères Jacques. Les frères Jacques. C'est pas ça? Mais pas du tout. C'est con, c'était bien. c'est décédé. C'est Boé qui l'a dit, hein. Mais Alors là, oui, vraiment, vous êtes Je nuls. vais vous dire comment Non, il parce que s'appelle. j'étais sûr, j'étais persuadé qu'il y allait avoir une question Mais sur non, les mais frères Il y Jacques. aura une question sur les frères Jacques. Il faudra juste trouver quand. Hein. D'ici à 18h, il y aura forcément une question sur les frères Jacques. C'est pas celle-ci, alors. Mais c'est vrai que c'est tu pas de chance. Olivier Jacques, c'est vrai qu'on aurait pu croire. Olivier Jacques, Christian Saron, Jean-Louis Tournadre, Arnaud Vincent, ils sont 4 et je vous demande de compléter cette liste par le nouveau nom. Alors, ce sont des tennismen. Pas du tout. Par le nouveau nom, donc c'est par exemple des anciens champions et là c'est un nouveau champion. Bravo, Michalak. C'est du sport, donc. Oui. Laure Manodou. Oui. Non, bah écoutez, Laure C'est Manodou des est une hommes. femme, là, il y a que des hommes. Oui, mais elle pourrait aller s'entraîner avec des hommes. Cercle. Non. Elle Ouais, c'est s'entraîne bien son avec genre, des ça. hommes. Amélie mais ça, Mauresmo? c'est- Amélie Mauresmo non plus. C'est pas du foot, c'est pas du rugby. Non. Badminton? Non. Olivier Jacques, Christian Saron, Jean-Louis Tournadre et Arnaud Vincent sont... C'est du golf. Mais non, enfin écoutez, c'est tellement simple. C'est un sport en plus. individuel. Escrime. Non, individuel. L'aviron. Oui. Non, aviron, écoutez. L'aviron, c'est pas l'aviron. individuel, C'est pas un l'aviron. sport, l'aviron? Bah, oui, mais enfin... C'est une pas course, individuel. c'est une course. c'est une course. Vous l'avez vu ce week-end? Ah, c'est un relais. C'est le 4 x 100 mètres. Oui, bien sûr, ils sont 5 même pour le faire. Mais le 605, c'est donc le basket. Non plus. C'est du cheval. Mais non, non. Le 5 majeur. C'est pas du cheval. D'abord, on dit pas du cheval. On dit de l'équitation ou de Oui, du cheval, l'hippisme. quoi. Hein. On dit du cheval quand on en mange, quand on va à la Mais- boucherie. Et, Le hippisme, c'est autre chose, hein. C'est ceux qui fument des joints dans les parcs, tout ça. Et on dit pas non plus on fait du cheval, mais on monte à cheval. Hein. Et on dit pas la femme à joujou déjà. T'as qu'à pas la montrer, comme ça on le dira pas. on dit pas j'ai monté la femme à joujou. Oui, non, ça suffit. Ah, non, non, non. Non, non, Ça y est, non. la femme a Elle m'a joujou. monté. Non, repartez sur le cheval, là. Repartez sur le sport. Là. Et c'est ma femme Mais tranquille. vous l'avez vu ce week-end en plus ce garçon très La femme à heureux. joujou Mais non. Non, c'est pas un garçon. Quel garçon? Mais où on l'aurait vu? À la Partout, télé. dans les infos, aux actus et dans le public, déjà tout le monde. Un était nageur. Non, c'est pas un nageur, non. Parce qu'il avait su, j'aurais posé cette question en challenge avec les auditeurs. Alors, Il vous aurait ah oui. grillé là alors. Bah, c'est pas de la Formule 1, il c'est n'y a pas eu du de Grand Prix. sport, Il y a pas eu de Grand Prix de Formule 1 ce C'est week-end. pas de la Formule C'est 1. une La moto? Oui, c'est de la moto. Ah, c'est Di le premier Meglio, champion, là, nouveau champion du monde. le nouveau champion du alors, monde je vous ai demandé le nom, vous l'avez dit. Di Meglio? Di Meglio, bonne réponse de Fabrice Eboué. Et oui, c'est vrai que son nom sonne pas vraiment français, et son prénom non plus d'ailleurs, parce qu'il s'appelle Mike. Mike Di Meglio, il a seulement 20 ans, et il vient de réaliser un joli coup en remportant le Grand Prix d'Australie. Il décroche ainsi son premier titre mondial dans la catégorie 125 cm3. Il est le deuxième Français à obtenir un titre dans cette catégorie-là après Arnaud Vincent en 2002, et toutes catégories confondues. Il est le 5e, puisqu'il y avait eu Olivier Jacques, Christian Saron et Jean-Louis Tournadre dans la catégorie
250 cm3, catégorie dans laquelle il courra d'ailleurs l'année prochaine, puisqu'on passe de 125 à 250 quand on réussit un peu dans le monde de la moto. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pas de chance parce que pour les Français, parce que d'habitude c'est toujours les Italiens qui sont les plus forts en moto. Et pour une fois que c'est un Français, il a un nom italien. Avec un prénom américain en plus. Avec un prénom américain, on n'en parle pas. Mike Di Meglio. C'est un nom de spaghetti, Di Meglio. De spaghetti. Il s'appelle Mike. Il devait s'appeler Michelo, comme tous les pizzaiolos, et il a fait Mike. Oh non. Mais non, mais il est français. Il est français, simplement. Et c'est son grand-père paternel qui a des origines italiennes. Si c'était maternel, ça se verrait pas dans son nom. C'est ce qui est écrit dans le Parisien. Écoutez, moi, Oui, mais le Parisien, c'est très bien, mais c'est quand même pas la panacée. Ah bah, la panacée, c'est le meilleur quotidien du moment, hein, franchement. Oui, c'est vrai. Populaire. Oui. C'est vraiment le meilleur, puis pas qu'en ce moment, ça fait un paquet de temps. Je lis que ça. Ça se voit. Bon, Pierre Bénichou, vous lisez mais quoi? moi, bien sûr, je le lis. Et je trouve ce journal formidable. Vous lisez Le Monde, vous? C'est le seul qui me rappelle. Vous avez vu le papier sur Gérard Miller dans Le Monde ce week-end? C'est bien. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pas disent? vu ça du coup. Je l'avais mis de côté, comme toujours, quand on met de côté, on lit pas. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Ah bah, du bien, mais je me suis dit, vous allez être vert de rage, Pierre Bénichou. Oh non, pas du tout. Voir Gérard Miller dans Le Monde. Moi, je suis content, Gérard Miller dans Le Monde. Ah oui, ça fait ta mère en tongue. L'idée est assez farce, c'est vrai, mais enfin, pourquoi pas? Qui a jeté une bouteille de whisky dans le public ce week-end? Booba, le rappeur Booba. C'est Booba, le rappeur Booba. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Vous pouvez raconter? Il y a cette grande rencontre qui a lieu maintenant, je crois, tous les ans. C'est devenu un peu une tradition. C'est au Stade de France. Urban Peace, ouais. Urban Peace, exactement. Donc cette réunion de rappeurs. Et bon, il y a une tradition dans les concerts de rap, c'est-à-dire qu'apparemment tous les artistes qui arrivaient sur scène se faisaient cracher dessus, insulter, on leur lançait des choses dessus. Et le rappeur Booba a répliqué en lançant une bouteille de whisky au visage d'un spectateur. Voilà. Et pourtant, rappelons que Booba est un garçon très gentil. Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche neige. Mais c'est vrai que c'est à cause de cette chanson qui s'est appelée Booba, mais quand même de là acheter une bouteille de whisky sur le public, vous vous rendez compte un peu. Hein. C'est incroyable, ça. Vous deviez avoir un de vos fils qui était là-bas puisqu'il s'occupe de rap, Pierre. Oui, sans doute, il était là-bas, mais c'est peut-être pas lui qui a pris la bouteille de whisky, sans ça, il me l'aurait ramené. Hein. Non, mais 50 000 spectateurs étaient au Stade de France pour applaudir ces différents... Il y a 50 000 spectateurs qui vont voir Booba. Après, vous me direz... Ceci dit, partager une bouteille de whisky à 50 000, ça fait... 50 000 spectateurs qui vont voir Booba, et après, vous croyez que c'est à cause des impôts que je vis en Suisse. Mais il n'y avait pas que Booba, il y avait d'autres artistes de hip-hop, d'autres rappeurs. Booba était la cerise sur le gâteau. Ah oui, tu parles d'un gâteau. Le chéri sur le brandy, j'en sais rien. Bah, il y a une autre artiste qui a fait parler d'elle ce week-end. C'est une artiste qui, dans un premier temps, a offert un accueil maussade aux journalistes venus l'interroger. Et puis, elle a disparu, contrariée par un coup de fil familial. Et puis, 10 minutes plus tard, réapparue devant les journalistes, puis a envoyé son téléphone portable, le cassant contre une porte et en disant que finalement elle n'était plus en état de répondre aux questions. De qui s'agit? Une Française? Une Française. Et c'est une artiste de hip-hop aussi? Non, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Sheriff Aluna? Oui, Sheriff Aluna, bonne réponse de Christine Bravo. Est-ce qu'elle a participé à la nouvelle star? Ça m'étonne pas d'elle, ça. Sherifa Aluna, je savais pas que c'était une violente, moi. Elle a l'air chaude un peu. Hein. Elle a le syndrome Rachida Dati. Hein. C'est-à-dire? On n'a jamais su qui était le père, finalement. Mais si! Ah bon? Mais si, c'est le Grand Black. En tout cas, c'est la gagnante de Popstar, c'est ça? Ouais. Oui, mais je trouve que elle avait un petit talent, cette nana. Enfin, elle a une petite voix, elle a un petit look sympa. Enfin, le Parisien s'en donne à cœur joie ce matin. Elle avait un petit téléphone. Charlotte Moreau raconte, la rencontre se passe en 2 fois. La première, assez violente, dans le studio du 12e arrondissement de Paris, où Sheriff Aluna, 20 ans, attaque fin septembre sa 4e semaine d'enregistrement. Elle offre un accueil presque maussade, avant de disparaître, contrariée par un coup de fil familial. 10 minutes plus tard, le téléphone vole contre une porte, se casse, et c'en est fini de notre projet d'interview. Sherifa n'est pas en état. Les vedettes. Elle est jeune, c'est une gamine, je sais pas, elle a quoi, elle a 20 ans. Vous avez raison. C'est pas dans le monde qu'on lit des trucs intéressants comme ça. Même moi, ça m'intéresse. Dans le monde, ils disent George Bush ne veut pas indemniser les banques. Ça, c'est pas intéressant.
Mais la Sherifa Luna, c'en est fini de notre interview. Ne me dis pas. Déjà, elle avait fait un malaise à Nancy. Parce que le Parisien nous retrace l'année mouvementée de Sherifa. Ça n'a pas été facile. 26 octobre 2007, le jour où M6 diffuse sa victoire dans la finale de Popstar et où les radios reçoivent son premier single, Sherifa Luna apprend qu'elle est enceinte. Bon, ça, c'est la première étape. 3 heures plus tard, elle rompt la poche des os. Elle apprend qu'elle elle apprend qu'elle est enceinte de 4 mois. 21 janvier 2008, deuxième single. Il avait les mots variation romancée autour de son histoire d'amour avec son compagnon, Vénus, accompagnateur sportif qui a 19 ans de plus qu'elle. Il s'appelle Vénus. Et puis 19 ans plus âgé qu'elle, vous comprenez les soucis et tout ça. Bon. 14 février, accouche à Paris d'un petit Vénus junior. Un petit Vénus Junior. C'est joli. Je vous dis que c'est génial cet article. On aurait pu au moins l'appeler Pluton, quoi. Un peu d'originalité. Mars 2008, elle répète sa tournée et se sépare de son manager, le juré de Popstar et producteur Benjamin Schulvanich. Le 13 avril, elle fait un malaise sur scène à Nancy, elle annule 4 concerts. Le 16 avril, sur avis médical, elle renonce à l'intégralité de ses shows. Le 24 avril 2008, elle reprend finalement sa tournée à Blois. Mai 2008, single en duo avec le finaliste de la Starac, Mathieu Edouard, je connais pas. Juin 2008, commence à travailler sur son deuxième album, toujours chez ULM. Ah bon, elle fait ça en plus dans les airs et tout. Comme Nicolas Hulot, pareil. 3 septembre 2008, retourne en studio à Paris sous la houlette de Diesel, ex-membre du groupe de rap toulousain KDD, et de son 4e manager en 6 mois. Ah ben voilà. Mais là, c'est là où Céline Dion, ça fait des années que ça dure et elle tient bon. Hein. Sherifa Luna, la vie, l'œuvre. Quand même 400 000 albums vendus par ce temps de crise de disques. C'est pas mal. Manifestement, elle a trouvé son public. Je propose qu'on l'écoute pas. C'est toujours On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses acolytes. Marie-Christine Cadiergue et Christelle Joubert, ainsi que Michel Franc. Ils sont 3. Ils appartiennent à l'école nationale vétérinaire de Toulouse. Vous voyez, je vous donne des précisions quand je vous dis qui c'est. Hein. Et ces 3 membres de l'école vétérinaire de Toulouse viennent de recevoir une récompense internationale. Pour quelle raison qu'ont-ils découvert Un vaccin contre les puces? Pas du tout, mais il y a un lien. Mais oui, c'est un vaccin. Non, pas un contre vaccin. les tiques. Non. Alors c'est les puces. C'est lié aux puces. Ah, la puce électronique. Non, pas du tout. Ah bah, tu sais qu'on met maintenant, on greffe des puces électroniques sous la peau des chiens. Et quand ton téléphone, au lieu de sonner, c'est le chien qui aboie, en fait. C'est bien. C'est pas un moyen, c'est pas une découverte en soi, c'est plus un constat, vous voyez. Voilà. D'accord, qu'il y a de moins en moins de puces sur les chiens. Non. Alors que c'est lié à la nourriture des animaux. Non. La puce est toute petite, ils ont trouvé. Non, mais voilà, c'est dans. Ils ont trouvé des petites bêtes. Non, c'est lié à la puce. Ils stérilisent les puces? Non. Il les castre. C'est pas facile. C'est un rapport avec la ponte. Ils ont fait un constat sur les puces. Alors, quel constat? Quel véhicule des maladies? Non. Les puces sont beaucoup plus sympas cette année? Non. Moins agressives. Mais on se rapproche. Les chiens vont aux puces? Ah, non, mais les chiens, ça devient intéressant déjà. Les puces sont victimes de la baisse du Alors pouvoir c'est les d'achat. chiens. Pas seulement les chiens, justement. Mais Les chats aussi. chiennes. Les chats aussi. Alors. Ils ont trouvé le moyen d'immuniser les chats contre les puces, mais pas les chiens. Non, mais il y a des histoires de puces, de chiens et de chats là-dedans. Alors quand des colliers, une puce saute d'un chien à un chat, elle se transforme en tique. Non. Non, mais on Ils se rapproche. partagent leurs puces. Non. Ils se transmettent un virus. Non. Il faut jamais acheter un chien aux puces. Alors non, quand un chat, quand Si t'as un chat, une y a pas de puce saute puce. d'un chat sur un chien, le chien miaule après. Non, elle saute pas du chien au chat. Parce que d'abord, c'est pas les mêmes puces, les puces de chien et les puces de chat. Chacun sa puce, quoi. Voilà. Justement, Alors. comme c'est pas les mêmes puces. Il faut pas les mêmes traitements. Elles ont une différence, ces puces. Oui, alors. Oui, c'est pas les mêmes, quoi. Alors, Ça, une différence de couleur, de... Ils ont réussi à trouver une puce compatible? Non. Quelle différence entre les puces de chien et les puces de chat? Il y a des méchantes et des gentilles. Non. La puce de chien. Attends. Moi, je réfléchis. C'est une différence. Elles se battent entre elles. Non. mais c'est genre physique, genre elles ont des pattes plus grandes chez les chiens et Je plus sais courtes pas chez les si chats. c'est à cause des pattes, leur différence. Ça n'a rien à voir avec les dresseurs de puces. Il y en a une qui est mieux nourrie que l'autre. Un dresseur de puces
je lui conseillerais de prendre plutôt des puces de chien. Les puces de chien sautent plus loin, elles sautent plus loin. Elles sautent plus haut, plus loin. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Les puces de chien sautent plus haut que les puces de chat. Ah, tu me dégoûtes, que je ramenais des puces. Non, mais c'est bien parce que quand t'as ton diplôme à la maison, comme les élèves vétérinaires, qu'est-ce que vous avez vu, grand-père, il avait fait une grande découverte, c'est quoi? Je crois qu'il a découvert la pénicilline. Non. Il a découvert que les puces de chien sautaient plus haut que les puces de chat. Vous moquez pas de Christelle Joubert qu'on a au téléphone. Bonjour, madame. Bonjour. Allez, maintenant, il va falloir assumer. Christelle, il se couvre de cendres. Faut quand même préciser que le prix que vous avez reçu est un prix un peu humoristique, chère Christelle. Je ne me trompe pas. Ah, il paraît. Il s'agit des Ig Nobels, c'est-à-dire que les prix Nobel vont être décernés, mais avant qu'on décerne les prix Nobel, on décerne les Ig Nobel, IG plus loin Nobel, ça se prononce comme ignoble, et effectivement c'est un peu satirique, un peu humoristique, et vous avez reçu dans les locaux de la prestigieuse université de Harvard, enfin je sais pas si vous y êtes allé, mais en tout cas... c'est pas vraiment, c'est mon professeur en fait. Ah, c'est votre professeur, ouais. C'est-à-dire que c'est qui votre professeur? Mon professeur Franck. Ouais. Et vous travaillez avec lui? En fait, j'ai fait ma thèse avec lui et il y a quelques années. Et quand est-ce que vous avez su donc que vous étiez récompensé par ce prix des ignobles Nobel? Ah ben vous me l'apprenez. Ah bon, vous saviez pas? Non. Ça alors? Ben voilà, vous avez gagné. C'est dit pourquoi il m'appelle aujourd'hui. J'ai moins honte d'avoir ri de votre prix, puisque maintenant que je sais que c'était un prix pour rire. Voilà. Non, mais est-ce que ça vous fait rire, vous? Oh bah oui, non, parce que j'ai participé avec le professeur Franck donc pour une thèse sur le saut de la puce, en effet. Lui surtout a fait beaucoup d'études sur tout ce qui concerne la puce. Moi j'avais une question, moi, madame, pour mettre en évidence un peu comment sautent les puces. Est-ce que vous leur avez fabriqué, je sais pas, des tapis pour sauter avec des barres? Comment vous avez fait en fait? Est-ce que vous mesurez? Comment ça se passe? Oh, ça a été très sommaire parce que malheureusement les thèses pour les étudiants, on n'a pas de financement. Pas de moyens. Voilà, donc il existe des films qui sont très bien faits d'ailleurs, qui ont été filmés il y a quelques années, où on voit au ralenti le saut de la puce, avec des caméras qui permettent d'avoir un très bon ralenti. Et la puce de chien saute 25 cm, alors que la puce de chat saute seulement 17, c'est ça? Ça dépend comment. Ah. Ça dépend comment. Ça dépend si vous mesurez un saut en hauteur ou un saut en longueur. Ah oui, c'est Moi, je veux savoir un truc. Il y a une catégorie handisport chez les puces? J'ai une puce. Moi, je veux Ça savoir. doit être faisable. Ça doit être faisable. Est-ce que ça saute sur les hommes? Est-ce que, Bien sûr. J'ai besoin que vous me disiez un truc. Oui. Parce que mon Et vétérinaire. ça pique les hommes aussi, hein. Non, mais alors, mon vétérinaire m'a dit qu'une fois que le chien en était débarrassé, elle pouvait m'attaquer, les puces. Bien sûr, oui. Et comment je fais pour pas qu'elle m'attaque? Il faut traiter la maison. Mais je l'ai fait, mais est-ce que c'est efficace? Si on prend des produits efficaces, logiquement, oui. Et puis, il faut continuer à traiter les chiens. En tout cas, c'est la revue américaine Annals of Improbable Research, Annales de la recherche improbable, qui a publié les résultats de ces, on va dire, ces récompenses décernées aux scientifiques, non pas les plus fous, mais les plus amusants, ou dont les thèses peuvent être originales. C'est sûr que ma thèse a beaucoup fait rire. Ah, Non, mais ce qui est intéressant, c'est les applications pratiques, quand même. Ouais. Quelles sont les applications pratiques de votre découverte? Au quotidien, ça nous sert à quoi? Au quotidien, en soi, pas énormément, mais c'est vrai que ça sert quand même pour prévenir les infestations de puces, pour savoir comment elles fonctionnent, parce que l'étude a été sur la locomotion, mais sur J'imagine que aussi la par exemple, reproduction. à partir de maintenant, on sait qu'il faut se tenir à 27 cm d'un chien. Déjà, on sait qu'il manque 2 cm pour qu'il arrive la puce du chat, moi, le plus grand saut que j'ai vu en longueur, c'était quand même 40 cm. 40 cm. La puce était dopée, c'est sûr. Et est-ce que tout le monde a applaudi? Ce qui est surtout intéressant, parce que je vous ai un petit peu entendu, c'est que ce qu'on retrouve sur les chiens, c'est essentiellement des puces de chat, quand même. Et alors, je voudrais vous demander, est-ce que toutes ces histoires de dresseurs de puces dont on parle avant, parce que voilà, on dit tout le temps, il était dresseur, la grand-mère de Piaf était dresseuse de puces. Bon, il paraît qu'il y avait sur la place publique des tas de dresseurs de puces. Est-ce que vous en avez entendu parler? Et en quoi ça consisterait de dresser une puce? On leur attachait des tout petits morceaux métalliques pour faire tracter, par exemple, un mini remorque, et ça a énormément de force, les puces. Ah oui? Mais comment est-ce qu'on peut attacher quelque chose à une puce? Microscopique. Vous avez fait des études sur les morpions ou pas? Ah non, ça non. Je laisse ça aux spécialistes. On vous remercie en tout cas, madame. Vous étiez sur Europe 1 et non pas sur Canal+.
Et c'est bien sûr la suite dont va gêner Laurent Ruquier. Les 24, 25, 26 et 27 octobre prochains, une grève est annoncée. Quelle grève? C'est encore les transports. Non. La Poste. Non. Les instituts. Non, les 24, 25, Grève 26. des grèves des scientifiques, là, ils ont trop bossé là sur les puces. Non. 24, 25, 26 et 27 octobre prochain. C'est médical? Non, du tout. Ça va nous emmerder? Oh, je crois pas, vous directement, non. La grève des puces? Ça peut embêter un peu plus Titoff, un peu plus moi. Ah, les intermittents. Non. La non. grève des footballeurs? La grève des footballeurs, bonne réponse de Fabrice Eboué. Ça, je m'en fous, alors là. La grève des ils vont le faire pour de bon, ça? Je sais pas s'ils vont le faire pour de bon, mais en tout cas, le syndicat des footballeurs n'est pas d'accord avec cette réforme que proposent certains présidents de club. Ils voudraient la majorité au sein de la Ligue de football professionnelle. Les présidents de club, pour l'instant, on va dire qu'ils sont représentés à égalité avec les joueurs, les entraîneurs, les arbitres. Et évidemment, s'ils avaient une majorité, ils pourraient faire passer des décisions en tant que dirigeants de club qui ne seraient pas forcément favorables aux joueurs. Voilà pourquoi les joueurs veulent faire grève. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi ils voulaient faire grève, mais là j'espère vous avoir bien expliqué l'affaire. Ils vont défiler dans la rue tous avec leur Mercedes, leur Porsche. Ce qui m'embête un peu, pour tout vous dire, c'est que Le Havre ait commencé la grève à 3 minutes de la fin du match samedi. Parce que ça, alors vraiment, on n'a pas de chance, Le Havre. Qu'est-ce qui s'est passé? On gagnait 1-0 à la 87e minute. Ah, tu étais content. Contre Le Mans. Ah, quand même, c'était bien, ça nous faisait 3 points de plus. 1-0 à 3 minutes de la fin. Et en 3 minutes, les Manceaux nous ont mis 2 buts. Ils ont fait rentrer Stevie et bam. Stevie ne reviendra plus dans cette émission. Je l'annonce, je boycotte Le Mans et les Manceaux. Non, c'est quand même incroyable. En 3 minutes, 2 buts, on gagnait à 3 minutes de la fin 1-0. Il y en a un qui a passé un bon week-end aussi, c'est Grégory Coupé en Espagne. 6 buts, lui. Oui. Puis il a pris un coup franc où il était pas prêt. Et il reste sidéré comme ça contre le poteau. En tout cas, les 24, 25, 26 et 27 octobre, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 risquent de faire grève pour protester contre les présidents de clubs qui voudraient la majorité au sein du conseil d'administration de la Ligue professionnelle. Il faut savoir que Bernard Laporte a dit qu'il comprenait les présidents, donc il n'est pas tout à fait d'accord avec les joueurs, le ministre des Sports. Lequel ministre des Sports, vous l'avez entendu ce week-end, a fait une plaisanterie sur le Champ de Mars en présence de la garde des Sceaux en disant qu'il n'était pas le père de l'enfant de Rachida Dati. C'est fou là, et tous vont finir par le dire. Mais oui, c'est fou, parce que on l'a cru, parce qu'ils sont très copains, que souvent on le voit rigolant ensemble et tout. Moi, mon beau-frère, il croyait que c'était lui. C'est très C'est pas un con, mon beau-frère, il croyait ça. Non, mais ce qu'il y a de plus difficile pour le garde des Sceaux, c'est garder les os, c'est vrai. C'est vachement goujat comme déclaration. Oui. Parce qu'il doit dire... Ça l'a fait rire, elle était là quand il l'a fait. Il doit dire, je ne suis pas l'amant. Il doit pas dire je suis pas le père, parce que s'il dit je suis pas le père, on peut sous-entendre qu'il a eu des relations avec elle. J'avais pas pensé à ça. Mais bien sûr, c'est absolument. Non. Ça veut dire j'ai couché avec elle, mais je lui ai pas fait d'enfant. Quand je dis je suis pas le père du futur roi d'Angleterre, ça veut dire que j'ai couché avec Elisabeth. Non, mais tu vois ce que je veux dire, oui. Parce que sinon, il y a aucune raison qu'il fasse une non-déclaration. Mais je comprends pas finalement pourquoi elle nous dit pas qu'il c'est le père, ça éviterait toutes ces rumeurs. C'est peut-être gênant pour le père. Hein. Parce que franchement, là, il y a un moment, ça commence à bien faire, le mystère CPC. Mais peut-être que c'est un enfant qui a été conçu de manière... artificielle. Voilà, que vous n'avez pas à savoir. Paul Newman. C'est peut-être Pourquoi Paul Newman? Je sais pas, avant de mourir, il aurait donné... Il faisait tellement de bien. René. En tout cas, ça serait vraiment très malvenu que tous les ministres commencent à dire je ne suis pas le père de l'enfant de Rachida Dati. Comme j'ai dit ce matin chez Marco, moi je pense que la réunion qu'il y a eu à l'Élysée ce week-end, c'était pas du tout. On nous a dit que c'était pour le crack, le crise financière, pas du tout. Si effectivement, c'était l'échographie. Oui, c'est pas ça. C'est que voilà, Sarko a demandé à Berlusconi, Sarko a demandé à Gordon Brown. Il a demandé à Angela Merkel. Si c'était eux, voilà, Angela Merkel, si c'était eux le père, quoi. Et puis on a fait venir DSK en catastrophe parce qu'il a une sacrée réputation pour être sûr que c'était pas lui non plus, quoi. Voilà. Vous avez vu la façon dont DSK et Sarkozy se sont dit au revoir sur le perron de l'Élysée. Au Stade de France et Urban Peace. Comment on appelle ça? Ils ont fait un check. Un top five. Ils ont fait un top 5. Ils sont tapés dans la main. Ils ont checké. Ils ont checké. Genre la crise, on va la niquer ensemble. Ça vous a pas surpris ça quand même? Ils ont fait ça, tac. Ouais, mais c'est n'importe quoi maintenant. C'est des basketteurs qu'on a la tête de l'État. S'il a marqué un panier à Rachida Dati, c'est normal qu'il se réponde. Non mais
C'est fou quand même comment ils se sont serrés la main, j'en revenais J'ai pas. rien contre la jeunesse, mais quand même ça, c'est pas possible. C'est ridicule. Ils vont pas tarder à venir avec des bandanas attachés autour de la tête et tout. Tu vas faire du breakdance sur le perron de l'Élysée. En survette. Bon, vous avez pris des nouvelles auprès de votre banque, Christine, je sais que ça vous inquiète, hein, tout ça. Mais attendez, mais c'est ridicule. Les gens qui n'ont pas d'action en bourse n'ont rien à craindre. Les gens qui ont un compte à la banque, un petit compte courant et qui ont, par exemple, une assurance vie comme moi, n'ont rien à craindre de cette À crise. savoir, si les trucs d'assurance vie font faillite aussi. Mais non, On c'est peut pas jamais possible. savoir. Ce sont c'est des fonds garantis. C'est des fonds garantis, oui. Garantis par qui? C'est la faillite, ça veut dire que la garantie n'existe plus. En tout cas, je me suis baladé à Saint-Germain-des-Prés ce week-end. Je peux vous dire, on vous dit que les Français sont dans la merde. Il y avait une bousculade au bon marché, au rayon cachemire. C'est très représentatif. Tu t'achètes une orange 15 € à la grande épicerie. Moi, je suis désolé, j'ai quand même l'impression que mon pognon fait partie des espèces menacées. Hein. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et deux auditeurs qui vont s'affronter dans ce nouveau challenge. Un challenge par heure. Laetitia qui habite Villefranche-sur-Saône. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Du côté de Villefranche-sur-Saône. Oui. Que faites-vous là-bas? Je suis agent administratif. Agent administratif. Vous êtes Voilà. sur le travail là? Vous nous écoutez depuis votre bureau? Non, bah là, j'ai mon jour de congé, donc tout est parfait. Ah, vous êtes en congé le lundi. Voilà. Bon, très bien. Vous avez des enfants? Non, pas d'enfant. Vous êtes marié, célibataire? Non, Vous célibataire. travaillez le samedi? Non. Pourquoi vous demandez si elle travaille le samedi? Parce que ça fait un beau week-end, ça. Hein. Ah oui. Samedi, dimanche, lundi. Agent Génial. administratif, elle ne travaille pas non plus le mardi, ni le mercredi. Non, quand même. Elle ne travaille jamais. Non, Ça veut c'est dire pas quoi du- d'ailleurs? Dans quelle administration vous travaillez? Là, en ce moment, je travaille pour un syndicat viticole. Syndicat viticole? Oui. Ça alors? Eh oui, à Villefranche-sur-Saône, Oui, c'est logique. dans le Beaujolais, ouais. Je sais pas quel est votre nom et quel est le nom de la ville là-dedans. José de Veluve-Saint-Pierre. C'est en Belgique en tout cas qu'on va. Bonjour José. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Quel est le prénom, quel est le nom, quelle est la ville là-dedans? Non, Woluwe-Saint-Pierre. Oui. C'est une commune de Bruxelles, dans la région bruxelloise. À Woluwe-Saint-Pierre, c'est une commune belge. C'est ça, Voilà. Et José, c'est votre prénom. c'est mon prénom. Voilà. Et vous faites quoi José à Woluwe-Saint-Pierre? Je suis homme de foyer. Homme de foyer, ça te dire ça? Oui. Ouais, Eh comme ben, c'est Madame ma femme Echarville, qui travaille ça. et c'est moi qui reste à la maison. C'est génial ça. Ah, c'est super. T'es un branleur, quoi. Voilà. Ça veut dire que vous avez des enfants? J'ai deux enfants, Dimitri, 8 ans, et Nicolas, 4 ans. Et c'est vous qui vous en occupez? Voilà. Et votre femme, elle fait quoi alors? Ma femme, elle fait des ménages. Et votre maîtresse, elle travaille? Oui, Vous nous écoutez tous les jours, José? tous les jours. Est-ce que vous avez des remarques à faire, quelques petites réprimandes, quelques, je sais pas? Non, seulement, je vais donner mes petits chouchous quand même. Ah, allez-y. C'est Christine Bravo, parce qu'elle est d'origine espagnole comme moi. Ah. Pierre Bénichou Oui. et Titoff. Et vous, Laetitia, vous avez des remarques à faire? Oh bah moi j'écoute tous les jours aussi. Moi j'adore et puis j'aime beaucoup Pierre Bénichou aussi Ouais. et Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Alors vous avez une chance, là je vais vous dire si je pose la question maintenant, parce qu'ils sont deux à bouffer des sandwichs, donc ils ont la bouche pleine, ils ne pourront pas répondre à la première question de cette deuxième heure. Si je vous dis que l'avocat Didier Poulmer a passé hier son temps à régler des détails, quels détails? Le procès Ferrara. Non, pas du tout. Oh, t'étais convaincu dans ta réponse. C'est sur le médecin qui aurait fait des gestes pas corrects sur une C'est dame. l'avocat de Laure Manodou. Et alors, qu'est-ce qu'il fait alors? Il a refusé de confirmer l'information, affirmant que la nageuse était encore au stade de la réflexion. C'est pas tout à fait ça, mais je vais vous donner la bonne réponse. De toute façon, effectivement, l'avocat Didier Poulmer est l'avocat de Laure Manodou, et hier, il a passé son temps à négocier son contrat avec Marseille. Le voilà, cercle des nageurs. à régler les derniers détails Oui, du pour contrat qu'elle aille pour à Marseille. Ouais. On va accorder la bonne réponse à José. Vous êtes d'accord, Laetitia? Oui, bravo. C'est bien. Merci beaucoup. Vous avez trouvé ça sur Internet ou vous le saviez? C'est mon ami Google qui me l'a dit. Votre ami Google, oui, c'est ça. Ah bah écoutez, vous gagnez 2 places pour le spectacle de Fabrice Eboué. Encore faut-il venir jusqu'à Paris. Je sais pas si vous venez à Paris de temps en temps ou peut-être vous allez... Oui, Christine Bravo va me loger d'ailleurs. Vous êtes sûr de vous, là? Oui, chez Daniel. Chez Daniel. Ouais. Elle s'occupe de tout. Il y a Daniel qui s'occupe de tout. c'est bon. Peut-être vous avez des amis à Paris qui vous permettront, vous pouvez peut-être leur offrir les places, tout simplement. Non, mais je passerai, j'irai un week-end à Paris. Je vous offre aussi 2 places pour la comédie
comédie musicale. Pour l'instant, j'en offre encore. Profitez-en parce que c'est bien parti, ça cartonne. Donc, je suis pas sûr que je vais pouvoir vous en offrir longtemps. Donc, vous êtes peut-être un des derniers à en recevoir des places. Le livre, disons qu'elle va plus en avoir, Isabelle Motro. Le livre de Isabelle Motro, résidence secondaire chez J'ai Elle lu. les a pas vendus ou quoi? Tout l'honneur des hommes d'Alexandra Lapierre chez Plomb, Le soldat et le gramophone. Ah, ça c'est le livre de vendredi dont on a parlé qui était assez joli. Le soldat et le gramophone chez Stock. Non mais c'est bien d'avoir des livres parce que ça vous pouvez les lire en Belgique. Bien sûr. On vous les envoie dans le filet garni. Pareil pour le livre de Nathalie Reims dont on parlera tout à l'heure. Et voilà pour le filet garni que gagne José. Et une nuit avec Christine Bravo. Profitez-en parce que c'est pas encore complet, mais on envoie tout ça à Woluwe Saint-Pierre alors. À Woluwe Saint-Pierre, oui. Désolé Laetitia. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça vous faisait envie tout ce filet garni. Ah oui. Ah, vous auriez aimé le gagner Oui, c'est clair. Eh ben, va falloir vous réinscrire sur ruquier@europe1.fr. D'ailleurs, si vous voulez assister à cette émission dans les locaux de la rue François 1er, pareil, vous inscrivez sur ruquier@europe1.fr. On vous embrasse tous les deux et bravo José, on vous envoie tout ça. Merci, au revoir. Au revoir. Les questions sur l'info se poursuivent. Laurent Ruquier. Il vient de nous quitter à l'âge de 77 ans. Les frères Jacques. Non. Ah mais c'est dingue ça alors. Putain, on était sur le coup là. Vous voulez mettre les frères Jacques Mais à toutes ils les viennent, sauces. tu as dit. Non, il vient de nous quitter à l'âge de 77 ans. Puis les frères Jacques sont pas tous morts d'un coup, enfin quand même en plus, alors, c'est attends. idiot. Il vient de nous quitter à l'âge de 77 ans. Le slogan qu'il avait inventé, c'était tout sur tout, tout de suite. Ah, l'inventeur du quid, Monsieur Ferry. Pas Ferry. Mais je vous donne la bonne réponse quand même. Frémy. Dominique Frémy, l'inventeur du quid. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est avec son épouse Michel qu'en 1963, ils avaient tous les deux créé ce quid, cette encyclopédie grand public qui n'existe plus. La dernière, c'était l'an dernier en 2007, puisque Internet est là, c'est vraiment à tuer le quid. Dieu sait que c'était un cadeau qu'on s'offrait dans les familles. Il y a eu deux grands succès d'édition qui ont été tués par Internet. C'est le quid et le dictionnaire le quid qui était chez Lafon et le dictionnaire des inventions qui était chez Fixo. Et alors, rendez compte, je me dis quand même qu'il n'y a pas de hasard. Si le quid est mort l'année dernière et que son auteur est mort cette année, il y a sûrement un lien de cause à effet, non? J'espère que l'émission radio s'arrêtera pas à la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Non, vous croyez pas ça? Moi, je crois toujours ça. Enfin, on l'achetait le quid, nous, quand on était gamin, en tout cas, non? On n'avait pas chez vous à la maison? Si, et je trouve ça dommage, surtout que on dit qu'il y a Internet, mais tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un équipement Internet. Oh si, maintenant quand même. Non, Tout le monde n'a pas les non, moyens intellectuels de faire marcher Internet. Voilà. Moi, par exemple. D'abord, Voilà. et puis il y a des régions encore en France où ils sont très très mal équipés. Et un bouquin, ça reste un bouquin, c'est-à-dire c'est consultable à l'envie. Et moi, je préférais les versions papier du quid. Voilà. On y allait pour voir l'âge des personnalités qu'on voyait à Il y avait l'écran. tout, c'était. Dans le quid. Tiens, quel âge là? Hop, regardez. Il y avait tout, hein. Et parfois, c'était marqué non communiqué. Oui. Puis il était pratique aussi quand il y avait un truc un peu trop qu'on n'arrivait pas à attraper aussi. Hop, tu mettais juste le quid, ça suffisait. Ouais, ça me permettait c'est de un bon déjeuner à la tabouret, même hauteur que les gens. Bill Ayers. Bill Ayers. C'est la question les frères Jacques. Non, il fait pas partie des frères Jacques. Bill Ayers a fait partie d'un groupe d'extrême gauche et on parle beaucoup de lui dans les journaux. Pour quelle raison? Parce qu'il était proche de Barack Obama. Proche. Ils ont été un peu potes. Vous êtes républicain, vous Dans la pour même dire des université, ils étaient. Ouais, franchement, le pauvre Barack Obama avait 8 ans quand ce type, effectivement, a commis quelques exactions, on va dire terroristes contre le gouvernement américain. Et Sarah Pauline, la colistière de John McCain, a ressorti ça en disant oui, c'est l'ami d'un terroriste qui a participé à des attentats. Barack Obama avait 8 ans quand le mec a fait cet acte. C'est quand même génial. Ils sont vraiment prêts à tout dans cette campagne américaine. Mais c'est en tout cas une bonne réponse de Joujou. Mais elle tourne. C'est de plus en plus ridicule cette histoire-là. Ah oui.
Quand elle parlait qu'elle était prête parce qu'elle est à la frontière russe et donc si Poutine se pointe, elle serait là. C'est carrément, c'est pire que la bande dessinée. Là. D'ailleurs, ça leur est beaucoup reproché aux Républicains de s'attaquer davantage à Obama qu'à l'économie américaine, ce qui est quand même un peu chiant, quoi. J'ai une question qui concerne le permis de conduire. Les frères Jacques. Non, je l'aurais. Ça aurait pu parce qu'ils ont chanté la ceinture de sécurité, oui, les frères Jacques, mais c'est pas celle-là. En effet, le plan Laporte va être dévoilé prochainement au public puisque le ministre chargé des Sports est aussi chargé de la jeunesse et il va tenter de rendre l'examen du permis de conduire moins coûteux. On va évidemment essayer de... moins compliqué. Non. Moins coûteux et moins compliqué aussi. Parce que on va tenter de réduire à 3 mois les délais d'attente. Ça, c'est très bien pour le permis de conduire. Relancer le permis à 1 euro. Le ministre a aussi démenti l'histoire du fameux couvre-feu dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Il a dit que c'était idiot de penser qu'il y aurait un couvre-feu pour les jeunes pendant le week-end la nuit parce qu'il dit, et il a tout à fait raison, que interdire aux jeunes conducteurs de prendre le volant pendant certaines heures de nuit le week-end serait choquant et absurde. Ce serait stigmatiser une génération qui utilise justement la voiture au moment où elle en a le plus besoin, c'est-à-dire le week-end pour les loisirs. Je trouve ça plutôt intelligent de sa part. Mais il y a une autre mesure qu'il a déjà annoncée. Ce serait en fait une sanction qui serait supprimée au moment du permis de conduire. Laquelle ? Le créneau. Le créneau. Bonne réponse de Christine Bravo. Ah, dis donc! Alors j'ai dit ça parce qu'il dit il est ridicule de refuser son permis à un candidat qui cale au démarrage ou qui rate son créneau. Parce que le permis de conduire c'est fait pour assurer la sécurité ou celle des autres, mais après tout on s'en fout que quelqu'un rate un créneau. Mais surtout pas du tout. Qui a fait ça, c'est le ministre des Sports. Ça se voit bien que c'est un provincial. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, qu'un mec qui sait pas faire un créneau te fait perdre 1 heure. Bien sûr. Ça dit qu'en province, ils s'en foutent. Ils ont des grands trucs, des grands champs. Ils ont des places. Avec des herbes. Ils se mettent là-dedans, tandis qu'à Paris, il faut savoir faire un créneau. Enfin, c'est honteux. Il est viré, ce mec-là. Qui parte avec Rachida Dati. C'est vrai qu'en même temps, un créneau, je trouve que c'est quand même dangereux pour les voitures auprès desquelles on se gare. Parce que si vous faites un mauvais créneau, vous rentrez dans la bagnole qui est garée. Pas forcément. Rater un créneau, c'est ne pas pouvoir rentrer dans le trou. Désolé, ne pas caler au démarrage et faire un créneau, c'est comme le b.a.-ba de la conduite. Caler au démarrage, je suis d'accord. Parce que si vous êtes en plein carrefour, que vous devez redémarrer votre voiture parce que vous avez calé et que vous n'arrivez pas à la faire démarrer. Je trouve ça ridicule. Moi, par exemple, je fais très bien les créneaux le long du trottoir. Elle m'a fait des créneaux avec de la sauce tomate absolument. Avec une main, je vous fais un créneau en 2 secondes, mais je suis incapable de me garer en épi. Ah oui. J'adore quand tu es là et que tu as quelqu'un qui n'arrive pas à faire son créneau, tu attends derrière, et puis d'un coup tu vois, hop, il y a le mec qui passe, ou le mec ou la femme qui prend le volant d'un coup. Pousse-toi poupée, je vais te faire le créneau. Ça c'est extraordinaire. Mais si ça vous emmerde, emmerde, ce que tu fais, tu te mets juste un peu derrière, tu mets un peu la pression. Ouais. Comme ça. Même pas, tu klaxonnes pas, tu fais petit appel de phare. Petit appel de phare. La personne se barre et toi tu prends la place. J'adore ça. Mais oui. Parce que tu sais, c'est la pression d'un coup, la personne elle commence à avoir des transpirations. Je dis, c'est pas possible, là. François Soubeyran fut le premier. François Soubeyran. Alors, pas le premier des frères Jacques. Le dernier. Non, c'est le premier à mourir. Le premier à mourir. Bonne réponse de Pierre Bénichou, ça y est. Non, eh bien, le premier, je crois que c'était André Philippe qui était leur pianiste, qui ne faisait pas partie des 4. Après ça, il y a eu Soubeyran. S'il faisait pas partie des 4, alors. Enfin, oui, mais il faisait partie prenante du groupe. Non, des 4, le premier, ça a été François Soubeyran. Après, il y a eu André Bellec. Qui était le fondateur. Ce week-end, il y a eu André Bellec. Ce week-end, et il y a toujours vivant. Le doyen des frères Jacques est décédé vendredi à 94 ans. C'est un quatuor, ils étaient 4, et donc il y en a 2 qui restent vivants, c'est bien Paul ça. Paul Touraine et Georges Bellec. Le frère d'André Bellec. Et le premier à mourir fut François Soubeyran en 2002. Il s'était appelé les frères Jacques à cause de l'expression faire le Jacques, c'est-à-dire faire l'idiot. Les 4 frères Jacques ont traversé le monde de 1944 à 1982 en collant avec des soupules en acrylique aux couleurs vives, puisque c'était effectivement leur façon de se présenter sur scène, collant noir et soupules de toutes les couleurs. C'était un des costumes qui avait été dessiné par le plus grand décorateur de théâtre qui s'appelait Jean-Denis Maclès.
Et repris par Star Trek après. Laquelle des chansons vous voulez écouter, Pierre, vous qui connaissez certainement par cœur le répertoire? La confiture se dégouline. Oh, peut-être pas la confiture, c'est toujours la même qu'on écoute, non? Je sais pas moi, la Marie-Joseph. Pierre. Marie-Joseph, c'est très bien. Le complexe de la truite. Non, Sheriff Aluna, peut-être, non? Ah, puis ma mère qui disait, oh, c'est bien, et puis ils font les mouvements en même temps. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que des glaces la coule douce à Miami. Pendant ce temps-là, je fais le zouave au fond de la cave. Paraît qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou où je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, coûte que coûte. Et si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou. Et j'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Le poinçonneur des lilas, c'était le mythique quatuor vocal de l'après-guerre, les frères Jacques. Jusqu'à 18h, c'est On va gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui comme chroniqueur. Pierre Bénichou, Christine Bravo, c'est la seule femme, Fabrice Eboué, Titoff et Jérémy Michalak dit Joujou. Europe 1, On va gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. Vous allez vous attaquer à une chanson, méfiez-vous, que j'adore, que j'ai chantée quasiment pendant tout l'été. Toi plus moi, la chanson de Grégoire, qui est une chanson fédératrice, une chanson joyeuse, une chanson qui met de bonne humeur quand on est en groupe et qu'on a envie de danser. C'est vrai. Et alors vous dites que cette chanson, elle a été pompée ? Elle ressemble au refrain de la chanson des Fatal Picard, L'amour à la française, qui a représenté si peu la France à l'Eurovision en 2007. Ah oui, personne s'en souvient alors. Grégoire, lui au moins, il en a fait un tube. On l'a quand même beaucoup entendu cette chanson-là à l'époque. L'amour à la française. Ouais. On l'a beaucoup entendu. Oui. Mais enfin. Chez vous, peut-être, quand vous dites à votre femme. Jolie demoiselle. Allez, je me rappelle que vous en aviez même fait une parodie pour On n'est pas couché. On vérifie en tout cas si les deux chansons se ressemblent. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance. Et je cours, I've lost l'amour, l'amour, je suis perdu, et oui, but you and I'm crazy, cela, Paris, je te le manque, sans toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, tous ceux qui
des fleurs, I feel sorry. Je suis perdu without you, and I'm crazy seul à Paris. C'est toi plus moi, et tous ceux qui le veulent, et lui et elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, et entrez dans la danse. Miss you so, the souvenir en l'air. Des fleurs, des fleurs for you. J'ai tout le monde sous toi. Des sous, la pluie, I feel so real. Je suis perdu, without you, and I'm crazy surrounded by me. Ouais, mais il a une meilleure voix qu'eux. J'aime bien votre mauvaise foi. Toi, plus moi, Grégoire, et les Fatal Picard, l'amour à la française. Non, mais c'est vrai, il a réussi à en faire un tube incroyable, cette chanson, qui d'ailleurs a démarré sur Internet avant l'été. Moi, c'est là où j'avais découvert la chanson. Et depuis, effectivement, c'est devenu un artiste signé par My Major Company, c'est-à-dire une compagnie financée par les internautes. Hein, c'est bien ça. Les internautes sont tous coproducteurs, enfin ceux qui ont soutenu cette production. Vous aussi, vous êtes soutenu par les internautes, puisque ce sont eux, de temps en temps, qui vous filent les tuyaux pour trouver les chansons qui se ressemblent. Ça doit me reverser un petit peu d'ailleurs. Je le reconnais. Les internautes et les auditeurs. En revanche, vous êtes l'auteur unique de vos chansons flash. Quel est le sujet du jour? Il y a eu une polémique samedi dans le Parisien à propos des talonnettes de notre président. On les voit très nettement dans la photo du Parisien. C'était lors du discours de Toulon et tout le monde s'énerve à ce sujet. Dans le Parisien de samedi, les lecteurs poussent des hauts cris. On voit le président en photo. Il y a quelques jours à Toulon, portant des chaussures à talons d'au moins 10 cm de haut. La croissance, c'est un mot tabou, ne le prononcez pas surtout devant lui, ça lui fait de la peine. Il est toujours partant bien sûr pour que l'on prenne des mesures, du moment que ce sont pas les siennes. Voilà pourquoi pendant ce week-end, parmi les 4 Européens, invité par notre chef d'État, Zapatero n'était pas là. Lui, il les domine d'une bonne taille, c'est ce qu'on appelle un grand d'Espagne. Et c'est pour ça qu'on a nommé cette réunion mini-sommet. Bravo, Serge. On se retrouve demain. À demain. J'aimerais qu'on parle enfin de ce livre que vous avez lu, Christine et Pierre, le livre de Nathalie Reims, publié. Ah non, alors ça, on me l'a jamais donné, donc il n'y a aucune chance pour que je l'ai lu. Ils sont gorés, c'est à moi qui l'ont filé. Ah, c'est à vous, Michalak? Ouais. Ah, alors vous l'avez lu? Oui. Le chemin des sortilèges? Oui. C'est un oui très très convaincu. Alors, Très, très écoutez, convaincu. elle a du succès, généralement, Nathalie Reims, non? C'est pas mal écrit, hein, c'est plutôt même bien écrit, mais c'est un livre qui irait bien en supplément gratuit de Psychologie Magazine, quoi. Ah oui? Oui, c'est-à-dire qu'on navigue entre le fantastique, la psychanalyse de comptoir et le salon de coiffure, quoi. Salon de coiffure, Nathalie Reims, ça. Oui, c'est pour ça. En fait, c'est pour ça on est servi. Ouais. En fait, juste en 2 mots, l'histoire du livre, c'est l'histoire de Nathalie Reims, ou en tout cas de la narratrice, qui replonge dans ses souvenirs d'enfance à travers des contes de fées, à la recherche d'un secret qui la traumatise plus ou moins dans sa vie d'adulte actuelle. Donc voilà, on parle des symptômes d'aujourd'hui, des traumatismes de l'époque. Enfin, c'est de la psychanalyse que même moi je comprends. C'est pour dire à quel point je pense que c'est vraiment de la psychanalyse de comptoir. Non, vraiment. De la psychanalyse comprise par Michalak et par Pierre Bénichou aussi. Oui, non, parce que c'est vraiment la définition de la psychanalyse, quoi. Essayer de retrouver une blessure d'enfance. Il faut situer le personnage. C'est une personne qui a sa place dans le monde, comme on dit. Dans tout Paris. C'est la fille du plus grand commissaire-priseur, Maurice Reims, académicien en plus. C'est la sœur de Bettina Reims, la photographe. La photographe tellement connue. Elle a été mariée avec d'abord avec Frédéric Botton, qui était un très, très bon musicien et très chanteur. Après ça, avec un éditeur. C'est la femme qui a sauvé la dépression nerveuse et de la mort. Claude Berry. Le producteur. Avec elle. Donc c'est une fille à qui tout a l'air de sourire, qui était jeune, et qui nous fait un livre, là, justement, qui est ni fait ni à faire, qui est absolument confondant de sottise, quoi. C'est une jeune fille qui est là, alors elle va voir, elle arrive à voir un type dont on sait pas très bien. Elle croit que c'est son père, c'est l'amant de sa mère. Et alors elle va le voir dans une sorte de forêt, dans une maison perdue. Et là, il lui dit, mets-toi là, on ne sait pas s'il devient
son amant ou pas, il lui raconte des histoires, et elle trouve là, et là, c'est fagoté comme n'importe quoi, elle trouve un livre avec, si Podal m'était compté, ou les contes de fées. Les contes de fées, quoi. Alors, il y a une psychanalyse des contes de Perrault dont on sait que ça a toujours alimenté les psychanalystes, parce que c'est en même temps une cruauté terrible, et que c'est vrai que on s'en rend pas compte, mais la petite chaperon rouge qui se fait bouffer par la grand-mère, ou le petit poussé qui se fait abandonner par ses parents, c'est vrai qu'on s'en rendait pas compte quand on était des petits. Il y avait de quoi traumatiser des gens. Une fois qu'on a su cela, on en a marre de tout ça. Et elle fait avec une sorte d'innocence incroyable, elle raconte à quel point c'est terrible ce machin, puis après ça on se désintéresse tellement de l'histoire qu'on sait pas si elle trouve son secret ou pas, puis on s'en fout un peu. et je la trouve absolument adorable, et j'espère qu'elle écoute pas Europe 1 parce que je l'aime beaucoup. mais ce livre, c'est une catastrophe. Alors, on abrège et on n'en parle plus. On se retrouve après la pub. Un mot pour vous dire que tout à l'heure dans Europe 1 Soir de 18h à 20h, Marie Drucker et Patrick Cohen auront cette question du jour: qu'est-ce que la crise va changer dans notre vie quotidienne? Comme invité, Pascal Ebel, qui est directrice du département consommation du Crédoc, répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à appeler au 01 42 32 14 14. Et puis ne manquez pas non plus de 19h20 à 20h, c'est une spéciale Coluche. Patrick Cohen et Marie Cohen vont recevoir Antoine Decaune, réalisateur de Coluche et l'histoire d'un mec, et François-Xavier de Maison qui incarne parfaitement Coluche. Europe 1 évidemment partenaire du film, vu l'histoire que nous avons avec Coluche. N'hésitez pas là aussi à réagir au 01 42 32 14 14. On va gêner, continue. Où trouve-t-on désormais la salamandre Frère Jacques? Non, ça y est, c'est fait. Où trouve-t-on désormais la salamandre de Lanza? C'est une bête. C'est une bête. Alors, une salamandre. Est-ce que ça fait partie de ces animaux exotiques qui sont arrivés sur le territoire alors qu'ils ne devraient pas y être? Non. Dans un zoo? Non. Dans la vraie salamandre de Lanza, vous la trouvez à la pizzeria Nino, parce que c'est la seule qui donne la vraie salamandre. Alors, avec un peu de truffe blanche, si vous voulez. Ça coûte pas très cher, n'est-ce pas? Alors attends, est-ce que c'est une peinture? Non. Oui. Où trouve-t-on désormais la salamandre de Lanza? C'est un animal, c'est un animal. C'est une vraie bestiole. C'est une vraie bestiole. Dans un opéra? Non. Non, une vraie bestiole. En France? Non, pas en France. En Europe? Non. Près de l'âtre. C'est pas la seule d'ailleurs, hein. Par exemple, l'albatros hurleur aussi. Dans un musée. Non. Non, c'est une vraie bestiole vivante. Non. La tortue lutte, même chose. Ah, le tortue-lutte, C'est sur une île, Non. C'est au Galapagos, au Koh-Lanta? Non, c'est pas la réponse. Au Mexique? Non. C'est un pays qu'on cherche? Non, c'est pareil d'ailleurs pour Dans un film? le gorille des plaines. Dans un livre. La tortue lutte. C'est un mec qui a un grand appartement. Vraiment. Et désormais la salamandre de Lanza qui n'y était pas elle jusque-là. C'est chez le plus grand zoophile de France. La salamandre n'y était pas. Ça, c'est dans un bon les espèces indice. en voie de disparition. La liste des espèces en voie de disparition. Bonne réponse de Christine Bravo, évidemment. Je savais que la tortue lutte était très mal barrée. C'est là où Stevie nous manque. Hein. Ah oui. Il aurait tout de suite dit ça, il en aurait. Mais il est dans la liste. 4. Et la baleine bleue aussi fait partie de la baleine bleue. C'est une merveille, la baleine bleue. C'est une liste rouge qui est publiée chaque année depuis 35 ans. Les communistes aussi. Ben oui, c'est une liste rouge, c'est le cas de le dire. Et ils viennent effectivement de publier la nouvelle liste des animaux classés en 3 catégories: en danger critique d'extinction, en danger vulnérable ou en taux d'extinction réel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se plaint pas qu'il y ait plus de tyrannosaures et de dinosaures et de diplodocus. Si, ça manque. Hein. Non mais c'est vrai. Voilà, il y a une évolution de la planète qui fait que les lézards ont laissé leur place à des animaux à poil, à des mammifères. Ouais, mais quand même, ça fait quelque chose. Georges Alexandre va être au téléphone dans un instant. Il a, il faut le dire, avec Sophie Piazza, réuni tout un bêtisier qui va être publié cette semaine aux éditions du Rocher. De quel genre de bêtisier s'agit-il et à qui appartiennent ces bêtises? Alors, de la Sécu? Non. Des hôtesses de l'air? Non. À quelqu'un de connu? À quelqu'un de connu. Ah, c'est le bêtisier de quelqu'un. Le bêtisier de quelqu'un. Et je pense, Christine, que vous auriez pu aider notre ami c'est un pote à moi Georges Alexandre à remplir son bêtisier. Il s'agit d'une femme? Il ne s'agit pas d'une femme. D'un homme politique? Non. Ah oui, je crois des journalistes sportifs. Non.
Au contraire, je dirais presque. Des sportifs. Non. Domenech. Le bêtisier Raymond Domenech sort cette semaine aux éditions du Rocher, le 9 octobre dans toutes les bonnes librairies. Bonne réponse de Christine. Mais moi, il m'a jamais raconté de conneries, donc. Bonjour Georges Alexandre. Bonjour Laurent. Comment l'idée vous est venue en écoutant le sélectionneur, évidemment? En l'écoutant, j'ai toujours trouvé une certaine tendresse, moi, pour Domenech, dans le monde assez pisé du foot, où les joueurs répètent quelques phrases qu'on leur a appris. Lui, il y a quelque chose qui passe avec ce garçon. Alors, c'est vrai que le problème avec Domenech, faut quand même en convenir, c'est que c'est pas un super entraîneur de foot. Ses résultats peut-être pas en sa faveur. Alors, mais vous faites quoi dans le bouquin? C'est l'inventaire de ces phrases à la con ou c'est ces 200 formules les plus drôles. Tenez, je vous en passe quelques-unes. Vous allez pouvoir. Il y a 200 formules rigolotes. Piocher dedans. C'est 200 déclarations qu'il a pu faire. Hein, c'est ça. C'est 200 citations tirées de ses interviews, de ses conférences de presse, tout ça est public évidemment, et c'est toujours, je trouve, toujours très drôle, très pertinent, très percutant. Vous en avez une, Christine? Vous n'avez pas d'autres questions à la con? Et moi, ça j'adore. Ah non, mais ça j'adore. Outre le fait que je le connais dans la vie et qu'il est pas du tout comme on le voit traqué comme un lapin dans les phares, dans des conférences de presse. Et quand vous dites que c'est pas un grand sélectionneur, moi j'en sais rien, j'aime pas le foot et je m'en fous. Mais est-ce que vous croyez pas que c'est le métier le plus ingrat du monde? Vous pouvez être nul comme sélectionneur. Du moment que vous gagnez, vous êtes génial. Et vous pouvez être génial. Si vous perdez, vous êtes une merde. Et vous avez complètement raison. Je pense que, par exemple, si on le comparait à son illustre prédécesseur Aimé Jacquet, c'est quelqu'un qui est 1000 fois plus cultivé, 1000 fois plus drôle, 1000 fois plus attachant. Il est drôle. Ouais, sauf qu'Aimé Jacquet nous a fait gagner la Coupe du Monde. Mais voilà. Et voilà. Ah ouais. Dans le monde du foot, on en est presque à se dire qu'heureusement qu'il y a une crise financière qui secoue l'Europe, parce que sinon, on nous aurait fait croire toute la semaine que le sujet le plus grave du monde, c'était l'avenir de l'équipe de France. On a préféré en rire, nous, de cette affaire, de tout ce qui se dit actuellement sur Domenech. Je le dis encore une fois, je suis persuadé d'une chose, c'est que il risque de se faire virer samedi, Domenech. Alors ce sera quelqu'un qui perd à son boulot, ce sera triste. Mais vous verrez que il les a Français... pas l'air angoissé, hein, je peux vous dire. Non, mais vous verrez, il y a un truc dont je suis sûr, mais en tout cas, c'est que les gens le regretteront très rapidement. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il a fallu quand même... les guignols surtout. Pardon de vous dire ça, hein, il a fallu que vous tiriez un peu à la ligne quand même, parce que est-ce qu'il y avait vraiment de quoi faire un bouquin entier entre nous? 200 citations de Domenech, oui, sans problème. Ouais. Vous savez, on est remonté. Parce que là, on est en train de chercher les plus drôles, on a un peu de mal quand même. Hein. Pour aller il y a juste le moment où on a été éliminé de la Coupe d'Europe. J'ai juste un truc à dire là. Aujourd'hui, j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. C'est donc aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que et il n'y a pas la suite. Mais ça, c'est au moment où tu te fais éliminer d'une Coupe d'Europe avec l'enjeu qu'il y a et tout. Tu te demandes ta femme c'était quand même. Alors attendez, puisque Christine a dîné chez eux, ils vont se marier. Non, mais j'ai rien à vous dire. C'est à eux d'annoncer. Est-ce qu'ils vont se marier? Vous allez vous faire voir. Alors là, vous verrez. Alors là, vous verrez. C'est ça qui est intéressant. Il a dit, et ça, vous ne l'avez pas noté dans votre bouquin. Tiens, elle vient encore dîner à la maison cette pétasse. Georges Alexandre qui publie donc le bêtisier Domenech. Bon, c'est pas un vrai bêtisier parce qu'il n'y a pas que des bêtises dedans, on est d'accord? Non, il n'y a pas que des bêtises. C'était une façon. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites très sérieuses sur Domenech. Nous, on a voulu faire ça de façon légère. On a voulu. Ce n'est que lui qui parle. Je pense qu'à travers ces 200 formules, on arrive un petit peu à voir que Domenech est quelqu'un. C'est un glossaire Domenech, en quelque sorte. Hein, on peut dire ça. Et c'est surtout quelqu'un. Je pense que c'est un livre qui se lit très très vite. Hein. Ah oui, enfin oui, je confirme. Et je pense qu'il ressort de cette lecture quelqu'un beaucoup plus attachant qu'on le... Oui. Voilà. On vous remercie, monsieur Alexandre. On va gêner avec, pour la dernière fois cet après-midi, autour de Laurent Ruquier, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff et Fabrice Eboué. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vernus. Bonjour Polo. Bonjour Laurent. Alors le week-end fut-il bon? Écoutez, j'en ai fait des choses. C'est vrai? Vous pouvez pas savoir. Ah oui? Ah oui, non, j'ai pas arrêté. À votre demande, bien sûr. Par exemple. Par exemple, j'étais au Stade de France samedi. Ah, pour la soirée Urban Peace avec, s'est fait dépouiller. Avec les rappeurs et le hip-hop. C'est la deuxième édition. La première avait lieu en 2002.
Ah ouais. Alors bon, vous allez me dire qu'est-ce que je fais là-bas. Ouais, Mais oui. figurez-vous, vous n'allez pas me croire, je suis un fan de rap, un fan de R&B, de hip-hop, c'est vrai. Arrête. Non, je vous dis la vérité. Et en MC plus, Pee-wee, on l'appelle. ouais, c'est puis oui. Non, mais il y avait des. Et j'étais installé à la tribune présidentielle. Alors, j'étais en bonne compagnie, hein, parce qu'il y avait Fadela Amara. Alors, il y avait Jacques Lang. Alors, Jacques Lang est arrivé à 18h50. Et il est parti à 19h22, le temps de faire les photos. Non, mais ça a duré toute la journée, le concert, quand même. Voilà. Bon, il y avait Claude Lelouch et toute sa famille. Et il y a notamment sa fille Sarah. Sarah, pourquoi elle était là? Parce que c'est elle qui produit sur France 4 les émissions de rap. Hein. Ah bah oui, logique. Donc. On m'a dit, mais je l'ai pas vu. Hein. Alors c'est pas la peine que je vous donne de fausses informations, c'est pas dans mes habitudes. Oui. On m'a dit qu'il y avait dans les coulisses Pierre Sarkozy. Je l'ai pas vu. Bon. Alors bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a applaudi, Laurent? Bah oui. On a applaudi des tas de groupes formidables que vous connaissez. Allez-y. Les psychiatres de la rime. Oui. Vous connaissez? Bien sûr. Les Rimka du 113. Non, pas les Rimka, Rimka. Hein, Rimka c'est un du mec tout 113. seul, c'est un mec tout seul, c'est pas un groupe. Ouais. Les Sheryl Rimka. Luna. Qui ça? Sheryl Luna, c'est une ex-pop Sheryl star. Luna. Sheryl Luna, bien Elle sûr. s'est fait On huer, voit que tu aimes le Laurent. R&B, toi. Hein. Et toi, t'es parti à quelle heure? Sherifa Luna. Oui, Sherifa Luna s'est fait huer par la foule. Ah oui? Ah oui. Alors bon, vous aviez Tunisiano. C'est du rap français, c'est un ancien des snipers. Mais il faut savoir que celui qui a mis le feu au stade, c'est le dénommé Cynic. Cynic. Ah oui. Ah ouais, Qui Cynic. chante en duo avec James Blunt. Ouais. Bon, j'en sais rien, hein, j'en sais. En tous Bah, les je vous cas- le dis, moi. Je vous crois, si vous me le dites. Vous savez Moi, même je vous pas crois. qui c'est James Blunt. Ce qu'il y a de bien avec ce genre de soirée, Laurent. Oui. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça se termine à 23h pour éviter les nuisances sonores. Ce qui fait que vous êtes très tôt au lit, quoi. C'est pas un truc qui se termine trop tard, hein. Tout sur le salon du chocolat, maintenant. Alors ça, c'est quand même très très intéressant. Vous savez que c'est la 14e édition, Laurent, hein. Oui. Alors c'est du 29 octobre au 2 novembre et c'est porte de Versailles. c'est pas Alors, tout de ce qui est- suite. Je suis là, Laurent, pour vous donner des informations avant tout le monde. On est d'accord ou Ouais, pas? Ok. Alors, je peux vous dire que celui qui va inaugurer ce salon, c'est incroyable, mais vrai, mais c'est le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos. Ah oui? C'est quand même étonnant. Quel hein. rapport avec le chocolat, l'éducation nationale? Aucun rapport, fallait un ministre et lui était libre probablement. Hein, voilà. Comme chaque année, il y a un immense défilé de mode. Ouais. Tendance chocolat, c'est-à-dire que les filles sont habillées de robes chocolatées. Ça, on sait, quoi. c'est tous les ans pareil. Ok, d'accord. Alors, c'est Laurent Boyer qui anime le défilé. Laurent Boyer. Ah oui, ça vous saviez pas? Non. Alors parmi les filles qui défilent, il y a Sarah Marshall, vous connaissez? Oui, très bien. Oui, très bien. Axel Lafont, Pauline Delpech, qui est la belle-fille de Michel, Mia Fry. Mais ce qu'il faut savoir, Laurent... Il y a parce que- Sonia Roland ou pas? Pardon? Sonia Roland sera là ou pas? Paraît qu'elle a été mordue par un spectateur. Alors c'est amusant, non franchement, ça sent le début de semaine, hein. ça sent la fatigue du lundi. Hein. Moi, et ce qui est intéressant dans le genre d'informations que je vous donne, c'est l'enquête sociologique, Laurent. Ah oui. Les plus gros consommateurs de chocolat, vous savez qui c'est? Sarkozy. Non, c'est pas un nom. Quelle est ceux qui consomment le plus de chocolat? Les Suisses. Ouais. Et ben là, on est bien. Ils consomment 12 kilos par an, les Suisses. Ouais. Mais nous, on est pas mal parce qu'on en consomme, on est en deuxième position, Laurent, avec 8 kilos. On s'en fout de tout ça. Hein. Oui, non, mais il y a un truc dont on va pas se foutre. Ouais. Pour la première fois au monde, il va y avoir les awards du chocolat. Ah là là. Le World Chocolate Master. Ah oui. Ah oui. Vous avez l'air de vous en foutre complètement, hein. Complètement. Eh ben non, mais écoutez. Nous, ce qu'on veut, c'est du people, des paillettes, du voyez. Hein, Bon, ben d'accord, je vais vous en donner des paillettes. Par Tiens, exemple, je vais vous dire. la grande fête du Nouvel An juif chez Marek Eh ben, j'étais Alter. hier soir. Vous y étiez? Oui, c'est dans le Marais, et c'était de 16h à 21h. Il y avait quand même 300 personnes, donc Marek a dû organiser, et sa femme Clara ont dû organiser le buffet dans la cour de l'immeuble. 300 personnes. Ouais. Alors je vais vous dire qui il y avait, puisque vous aimez le people, ce qu'il y a de bien avec Marek Alter, c'est qu'il pratique la cohabitation. Ah. Il y avait votre amie Roselyne Bachelot, Oui. il y avait Xavier Bertrand, Oui. il y avait encore une fois Fadela Amara, oui, elle a eu un week-end très chargé, hein, puisqu'elle était au Stade de France la veille, hein. Ouais. Mais il y avait aussi, Laurent, et tout ça s'entendait à merveille, il y avait Lionel Jospin et Sylviane Agazinski. Ouais. Et il y avait même plus le moindre problème au PS, puisqu'il y avait Arnaud Montebourg, Julien Drey, Emmanuel Valls. C'était absolument, c'était stupéfiant, la cohabitation. On avait, là, il y avait vraiment ce qu'on appelle l'union nationale. Mais il n'y avait pas que des politiques chez Marek Alter, hein. Il y avait aussi des acteurs. Alors bon, il y avait Anouk Aimé, Stéphane Fraisse, Sonia Riquel, et puis, bien sûr, les écrivains. Alors bon, les écrivains, Jean-Marie Roy, le Benjamin, des académiciens, ou l'un des Benjamins, Dominique Fernandez, allô? Non, on attendait que vous terminiez l'annuaire. Et c'est pas difficile, il y avait la moitié de l'Académie française. Il y avait la moitié du Parlement, il y avait la moitié du gouvernement. Mais c'est Marek grand, est un homme de réseau comme j'en connais très peu, hein.
Laurent? Ouais. Mais vous m'écoutez ou vous m'écoutez pas? On passe sous un tunnel, non, mais Paul. si vous êtes en train de faire du tricot, Je crois qu'on est en train de passer sous un tunnel. On capte mal, là. On vous capte mal. Écoutez, Allô? non, vous êtes gentil, je me tape le Stade de France, je vais voir en avant-première le Il se Salon du tape tout Chocolat. le Stade de France. Hein. Non, je vais dans le Marais un dimanche soir, soyez gentil de m'écouter. Je suis épuisé. Dimanche soir. C'était le nouvel an juif, pas le nouvel an gay, hein. Oui. Alors, je signale qu'il y avait quand même les gens de la... Ou le nouvel enfilé. Laurent, oui. Là vous venez de dire des bêtises. Oui. Il y avait des gens d'église aussi. Il y avait Boubacar, l'abbé de la Morandais. D'accord, écoutez, mon petit Vermus, on peut passer à une autre fête là, parce qu'on a compris qu'il y avait du monde chez Maracalter, d'accord. Vous me dites pas le jeu du people. Parlez-moi de la grande fête des acteurs. C'est la 3e édition, d'ailleurs, j'étais surpris de ne pas vous y voir, parce que j'y étais aussi, figurez-vous. Alors donc, ça a eu lieu au Grand Café Capucine. Qu'est-ce qu'il y avait de neuf là cette année? Cette année, il y avait une multitude de comédiens qui n'ont pas eu le droit à déjeuner comme d'habitude. Non. Vous voyez que ça sent la crise, Laurent. Hein. Ah oui. Mais un modeste cocktail. Hein. Alors bon, le grand organisateur de tout ça, comme d'habitude, c'est Pierre Arditi. Hein. Mais sinon, moi, je peux vous dire que il y avait absolument tout le monde. Enfin, d'ailleurs, je me demande pourquoi vous n'étiez pas là, Laurent? Parce qu'il est pas acteur. Parce que je suis pas acteur. Oui, d'accord, mais enfin bon, il y a aussi quand même des responsables, des gens qui écrivent les livrets de théâtre. Bon, il y avait Berling pour Fan Party au théâtre de l'Atelier. Il y avait Linda Hardy, vous savez, Bain de minuit au Maturin. Il y avait Catherine Jacob, célibataire, qui est au studio des Champs-Élysées. Gérard Miller au petit théâtre de Paris. Rachida pour la bande dans le placard. Il était congratulé comme un jeune marié. Je voulais que je vous dise, je comprends mieux pourquoi j'étais pas là. Je lui répéterai. Il y avait Claude Rich, il y avait du beau monde. Hein. Bon alors, on termine par une expo qui intéressera, j'en suis sûr, Pierre Bénichou. Même si vous ne l'avez pas encore visité, vous êtes honnête avec nous, vous nous le dites. L'expo démarre le 21 octobre prochain. C'est une expo Gainsbourg. Ah oui, c'est vraiment la Gainsbourg Mania. C'est un truc inouï. Hein. C'est un truc vraiment inouï. Et cette expo, elle a pu avoir lieu, Laurent, grâce à sa fille Charlotte. Parce que c'est sa fille Charlotte qui a hérité des pièces, des souvenirs, des objets les plus inattendus, les plus singuliers, les plus rares. Hein. Mais ce sera où cette expo Gainsbourg? À la Cité de la Musique. Ouais. Alors bon, si vous voulez aller à la Cité de la Musique, vous prenez le métro Porte de Pantin, Laurent. Oui, enfin, vous n'allez pas me donner l'itinéraire. Et vous avez une nocturne le vendredi et le samedi, si vous voulez. C'est bison futé, Vermus. Et la Cité de la Musique, c'est avenue Jean Jaurès. Il est payé au mot, non? Laurent. Il y a trois périodes. C'est moi que vous visez, Pierre? Non, pas du tout. Il y a 3 grandes périodes. Il y a un clin d'œil à Picasso qui est la période bleue. Allô? Oui, Pierre, on est là. Donc le clin d'œil. Nous, on s'amuse entre nous, si tu veux, parce que ça nous fait chier ce que tu racontes. À chaque fois que je parle, ça t'ennuie. Alors tu sais ce que tu fais? Tu te mets des boules caisses, celles que tu avais au Stade de France. Attendez, je vais vous dire en exclusivité, Laurence, ce qu'il va y avoir. D'abord, il va y avoir un concert de Kenzo Seki, c'est la Gainsbourg japonaise. Parfait. Bon, il va y avoir un concert de Berkin, tout ça. Bon, il va y avoir la rediffusion sur grand écran de Melody Nelson, vous savez, la comédie musicale. Mais surtout, on va voir des choses très étonnantes, Laurence. On va voir des choses incroyables. Par exemple, la formidable sculpture, l'homme à tête de chou. Oui. Elle sera exposée là. Par exemple, vous savez qu'il a beaucoup peint Gainsbourg, mais qu'il a brûlé il a brûlé quasiment toute son œuvre. Il restait qu'un seul tableau, Laurent, qui est un autoportrait qui date de 1957, qui est assez beau, et qui est propriété de la sœur de Gainsbourg, qui s'appelle Jacqueline. Et on pourra le voir, cet autoportrait. Puis il va y avoir par exemple, Laurent, le manuscrit original du seul roman qu'a écrit Gainsbourg, Evgueri Sokolov. Hein. Puis les partitions originales de Poupée de cire. Il y a un tableau de Paul Klee qui s'appelle Mauvaise nouvelle des étoiles. Vous savez qu'une des phrases préférées de Serge Gainsbourg, c'était « Tu me trouves le cul ». C'est pas votre cas, Paul Vernis. Mais en tous les cas, Mauvaise nouvelle des étoiles, c'était aussi l'un des albums cultes de Gainsbourg. Et c'est tiré d'un tableau de Klee qu'on pourra voir. Et puis avoir toutes les marionnettes qu'on a pu faire sur Gainsbourg. On se retrouve donc demain entre 16h et 18h. Merci Paul, bye bye. Bye bye Laurent Ruquier, à demain. Retrouvez toute Europe 1